Bonsoir, bienvenue dans ce premier numéro du Monde en face de l'année. Avec toute l'équipe, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 2019. Ce soir, en partenariat avec Marie-Claire, c'est aux violences morales au sein du couple que nous allons nous intéresser. Petites phrases assassines, culpabilisation, dévalorisation, les mots peuvent être parfois plus douloureux que les coups. Certaines relations sont toxiques et tellement sournoises qu'on ne s'aperçoit pas de leur nocivité et de leur dangerosité, avec le risque d'une issue tragique. C'est ce qu'ont vécu Caroline, Marie, Agnès, Nicole et Sylvie pendant des années. Elles témoignent de leur plongée en enfer et de leur véritable combat pour s'en sortir et se reconstruire. Après le documentaire « Les pervers narcissiques, une violence invisible » réalisé par Delphine Dilly, je vous donne rendez-vous pour un débat avec mes invités. Qui sont ces bourreaux du couple et comment les repérer? Pourquoi est-il si difficile de s'en libérer? Qu'ils soient hommes ou femmes, ces dangereux manipulateurs sont-ils incurables? Tout au long de l'émission, nous attendons vos réactions sur le hashtag LMEF. À tout à l'heure. Pendant toute la période où on a vécu avec un pervers narcissique, on ne dit rien. Les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe à l'intérieur. C'est dès que la porte se referme de la maison, c'est l'enfer. Quand les gens venaient nous voir, ses amis, on était le couple idéal. Il y avait des disputes interminables, parce que la parole, c'est leur arme, par définition. Ah, t'es belle, t'es bonne, t'es machin. Et après, la minute 18, putain, tu es pauvre conne. La violence psychologique dans un couple ne laisse pas de traces visibles. Pourtant, l'emprise des pervers narcissiques fait de terribles ravages sur leurs partenaires, hommes ou femmes. Cette violence maîtrisée, insidieuse mais constante, joue sur les émotions et s'appuie sur les fragilités des victimes. Moi, j'étais vide. Comment j'ai pu rester avec un homme comme ça? Je m'interroge quand même. Dans ce film, 5 femmes ont choisi de raconter leur histoire. Celle d'une relation en enfer dans laquelle elles se sont engouffrées pendant 2, 6, 10 ou 14 ans. Quand je l'ai rencontré, j'avais 32 ans. Et je faisais partie de son public, en fait, puisqu'il se produisait sur une scène à Central Park. Je trouvais beau, je trouvais qu'il chantait bien. Il était très charismatique, il était très sûr de lui. Il y avait une forme d'envoûtement, en fait. J'étais subjuguée par Julian. J'ai été éblouie par lui. Il était grand, il était sportif. Il était tout ce que j'aime, quoi. Il était tout ce que je cherchais, sans doute depuis toujours, chez un homme. Il était protecteur, extrêmement protecteur. Mais j'ai tout de suite pensé que qu'est-ce que j'ai, moi, pour qu'il m'aime comme ça? Toujours eu cette impression que je n'étais pas assez bien pour lui. Qu'il était tellement bien que moi, qu'est-ce que j'étais, moi, pour qu'il m'aime comme ça? Très vite, il m'a dit qu'il m'aimait. Je me souviens pas exactement à quel moment, mais c'est arrivé très rapidement. Et il le répétait souvent. Au début, je me suis un peu méfiée parce que je trouvais que c'était un peu rapide. Et puis, il le répétait, il émettait tellement de cœur, il faisait tellement en sorte qu'on ait envie d'y croire. Enfin, moi, je pense que j'avais déjà envie d'y croire. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai plongé aussi vite, parce qu'il m'a très vite mise en confiance. Il me disait que j'étais vraiment la femme de sa vie. Et en fait, on avait passé une journée où moi-même, je m'étais dévoilée à lui. Sur mon passé, tout ce parcours quand même un peu de révolte et puis de destruction. Donc on s'est beaucoup raconté.
C'est comme s'il venait dans la bienveillance, me dire, mais je suis là maintenant. Je suis quelqu'un de bien pour toi. Après tout ce que t'as enduré. Ah, ma pauvre. Ah, ma pauvre. Ah. Là, il te faut... t'en fais pas, je suis là. Et puis, t'as jamais été aimée. Donc moi, je vais te montrer ce que c'est. Parce qu'évidemment, au début, on se confie à cet être merveilleux. On va parler de ses propres failles, des choses qu'on n'a jamais dites à d'autres personnes. Quelque part, il a donné tout ce que j'avais envie d'avoir chez un homme. Il a dit tout ce que j'avais envie d'entendre. Et donc, j'ai eu l'impression que c'était réellement... j'aime pas cette expression prince charmant, mais c'était réellement quelqu'un avec qui je pouvais faire un bout de chemin, sinon ma vie. J'ai été attirée aussi par ce sentiment de sécurité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vous dire « je vais te protéger, je suis là ». Donc on a l'impression qu'on va pouvoir poser sa tête sur l'épaule de quelqu'un. Et on s'est retrouvés comme deux gamins, finalement, tous les deux, à vivre ensemble, sans se poser de questions. Moi, je travaillais, il travaillait, on se retrouvait le soir, puis on rigolait, voilà. Et puis on parlait. Et puis donc c'était bien, puis je me suis dit, mais c'est formidable si on peut continuer à vivre comme ça. Puis à un moment, il y a un petit truc qui va pas. Je le connaissais peut-être depuis un mois. Et un mois où tout était merveilleux, hein, tout rose, tout ça. Il était extrêmement gentil, extrêmement prévenant. J'avais mis un vêtement qui ne lui convenait pas. Et là, effectivement, il m'a insulté, disons il m'a dit, mais tu t'es vue comme ça? Mais tu ressembles à quoi? Mais je vais pas sortir avec toi si t'es attifée comme ça. Et moi, c'était un vêtement que j'aimais bien. Alors j'ai été surprise, je m'en souviens très bien. J'ai eu l'impression, alors qu'il me vouait, il avait, voilà, un amour d'emblée énorme, disant qu'on était pour la vie ensemble, sans arrêt. D'un seul coup, venait le fait que, dans le fond, si je ne m'habillais pas comme il voulait, je m'étais regardée, quoi, il n'allait pas sortir avec quelqu'un comme ça. Moi, je voulais durer avec lui, bien sûr. Donc j'ai compris, en tout cas, je me suis dit, j'ai changé de vêtements, quoi. Et je me souviens toujours d'un jour où j'avais mis une jupe, et puis au moment de partir, j'étais pressée, je devais prendre le métro pour aller travailler, et puis au moment de partir, il regarde ma jupe et puis il me dit « mais elle est au-dessus du genou, ça va pas, enfin je comprends pas. Bon, je lui dis « non, attends ça ». Et puis il a pris 1 centimètre pour mesurer combien de centimètres c'était au-dessus du genou. Et je suis partie dans le métro, j'avais l'impression que tous les mecs me regardaient comme une pute, alors qu'elle était là. Et petit à petit, il a commencé à me dire que mes jupes étaient trop courtes, donc qu'il fallait que je m'achète des jupes plus longues parce que sinon, franchement, ça n'allait pas. Après que 3 boutons qui étaient ouverts, c'était peut-être un peu trop, fallait peut-être les... Voilà, 1, ça suffisait. Que mes cheveux lâchés, c'était pas terrible, donc on allait mettre peut-être un serre-tête, c'est pas mal. Je passais auprès des gens que je connaissais comme la plus classique des classiques. Mais ce qui était tellement pas moi. Il voulait m'offrir des belles choses, il voulait que mon cul soit bien moulé, les hauts talons, et puis très vite des petites remarques comme ça. T'as vu tes cheveux? Ça ressemble à rien. C'est quoi? Lisse-les, c'est tellement plus joli quand t'as les cheveux lisses. Je pensais qu'il fallait m'adapter à lui, que c'était moi qui devais m'adapter, parce que je le trouvais tellement intelligent, tellement bien, que... naturellement, c'était à moi de faire des efforts et non pas à lui. C'était un peu en compensation et de la vie que j'allais avoir avec lui, qui me faisait miroiter quand même. Il me faisait miroiter une très belle vie. Après cette phase de relation quasiment parfaite, les partenaires sont préparés psychologiquement à se soumettre. Il voulait vraiment que je m'installe avec lui.
Et c'était fiançailles, mariage, s'en fout, il voulait que je devienne sa femme. Et je me disais, bah, soyons, pourquoi pas? Voyons. Quelques semaines après leur rencontre, Nicole a alors 31 ans, elle quitte son travail et sa vie à New York pour s'installer à Zurich chez son compagnon. J'ai trouvé un super boulot, directrice internationale de la restauration pour Nespresso. Fantastique, un salaire extraordinaire. Lui, très fier. Je dis, mon Dieu, t'as ça, sans juste le bac, putain, une position comme ça, waouh. Et ça n'a duré qu'un mois. Parce qu'après un mois, ça le dérangeait terriblement de me voir arriver à 20h du soir, où le premier voyage d'affaires était à Paris, où je voyais bien que j'allais voyager 70% de mon temps. Et il me l'a fait comprendre quand même. Donc là, j'ai vu quand même que au départ, il était très fier. Il aime être fier. Et en même temps, il faut quand même... tu te calmes, hein. Et donc, je voyais bien qu'en fait, il y avait un déséquilibre. Ça dérangeait et il fallait que je retourne à ma place. Que de toute façon, je devais arrêter. Parce que je devais reprendre le rôle de être à ses côtés. T'as pas besoin de travailler. Tu peux réfléchir à qu'est-ce que tu vas faire. Prends ton temps. Prends ton temps. Tu vas trouver ce que tu veux faire. Tu vas être heureuse. Je savais pas quoi faire de mes journées, je m'ennuyais terriblement. Et donc je commençais à prendre des bains à 17h. La femme qui se retrouve à la maison et qui a rien à faire et qui s'ennuie et qui prend des bains et qui s'apprête et qui attend la rentrée de son mari. En m'isolant, il savait très bien aussi que les gens n'auront pas accès à ce qui se passait à l'intérieur. Les choses ont vraiment commencé à se détériorer quand je suis devenue enceinte, même s'il y avait déjà eu des signes, en fait, annonciateurs avant. Il a commencé à resserrer son contrôle sur moi. Il fallait que toutes les portes restent ouvertes dans l'appartement pour que finalement rien ne lui échappe, qu'il ait accès à tout, qu'il voit tout. Au niveau de la nourriture, j'avais pas le droit de manger ce que je voulais. J'avais pas droit alors, quand j'y repense quand même, j'avais pas droit à plus d'un verre de jus de fruits par jour. Quelle explication il me donnait, je sais pas. Quand des amis venaient nous voir, ils parlaient de Gwendoline, donc dans mon ventre, en me tapant le ventre. Pas doucement, hein, parce qu'à chaque fois je lui disais « mais tu me fais mal et tu risques de faire mal au bébé, attention !» La perspective de devenir père l'a beaucoup déstabilisé et l'a rendu plus invivable en fait. J'avais commencé à prendre conscience qu'il pouvait changer très rapidement d'attitude. Et du coup, en arrivant chez lui, je pouvais le trouver dans un état extrêmement positif, voire même presque euphorique, ou alors dans un état très sombre et prêt à me faire des reproches. Un des premiers signes forts qui aurait dû m'alerter, c'est sa jalousie, qui prenait de plus en plus de place, à tel point que un jour, mais assez rapidement dans la relation, hein, c'était au bout de peut-être 2-3 mois, il a eu besoin de vérifier tout, mon ordinateur, mes tablettes, mon téléphone, enfin voilà, il a scanné tous les messages, tous les mails, tout ce que je pouvais avoir et il avait trouvé des messages que je pouvais échanger avec d'autres hommes, mais qui étaient des copains, et il m'a dit mais tu vois, tu n'es pas fiable et maintenant c'est terminé. Et là, j'ai été un peu comme terrassée en fait. J'ai imaginé 2 secondes ma vie sans lui, et justement, je l'imaginais pas.
en fait. Comme je l'imaginais pas, je me suis trouvée dans une situation qui me paraît absolument surréaliste. Je l'ai supplié de ne pas me quitter. Et je l'ai tellement supplié que je me suis mise à genoux. Et je pense qu'il a été relativement satisfait de l'état dans lequel il m'avait mise. Pour Agnès, les crises de ce type vont se multiplier, car la jalousie pathologique est l'une des formes de contrôle du pervers narcissique. Souvent, les victimes cherchent en elles les raisons de cette violence naissante. C'est petit à petit que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a une première chose, un premier incident, on le regarde, on se dit, ça ne correspond pas à l'image que j'avais avant de ce prince charmant qui m'écoutait, qui était formidable et tout ça. Donc, s'il réagit comme ça, c'est moi qui suis en train de le changer. C'est à cause de moi qu'il fait ça. Parce que c'est pas possible. On est naïve parce qu'on a cru en cette première image. Et le problème de ces pervers narcissiques, c'est que les victimes de pervers narcissiques, de manipulateurs, vont pendant toute cette durée, moi ça a duré plus de 10 ans, chercher à travers la personne qu'on a en face de nous, une sorte de monstre, à retrouver la personne qu'on a rencontrée au début. C'est ça qui nous tient aussi. Je finissais de prendre ma douche. J'étais très enceinte, je devais être enceinte de 8 mois. Pour lui dire que la douche était libre. Comme je voulais pas, j'étais pas habillée, je voulais pas entrer dans le studio, lui toucher l'épaule, etc. Il avait le casque sur les oreilles. Donc je lui ai jeté un bonnet sur l'épaule. Et ça l'a mis dans une fureur incroyable. Il s'est retourné, il était comme un fauve. Il avait les yeux exorbités, il avait la mâchoire super serrée. Donc moi j'ai pris peur, j'ai couru. Je me suis accroupie et je me suis recroquevillée. Et je lui disais, mais non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Je voulais juste te dire que la douche était libre. Et là il m'a dit, si tu m'as blessée, c'était comme si le ciel m'était tombé sur la tête. Je lui dis, non, je t'ai juste balancé le bonnet sur l'épaule pour te dire que la douche était libre. Et il m'a dit, si, tu t'es moqué de moi, tu as ri. C'est presque un dédoublement de personnalité, en fait. Parce que le vrai soi est terrassé par ce qui se passe face à cet homme-là. Donc, en fait, plus il prend de l'emprise sur nous, plus notre vraie personnalité se tasse. Jamais il m'a dit je t'interdis de travailler. Jamais. Mais en fait, il a tout organisé pour que je le fasse de moi-même. Donc j'arrête de travailler, mon argent disparaît peu à peu, et pour mes amis, c'est pareil, il n'a jamais dit je t'interdis de voir tes amis. Mais il se trouve que mes amis, très vite, je pouvais les voir à Paris, sans problème, mais jamais dans cette maison en Normandie. Or, nous allions dans cette maison de plus en plus fréquemment, les week-ends, jusqu'au jour où il a décidé qu'on allait se marier et qu'on allait habiter dans cette maison en Normandie. Donc j'étais contente de repartir à la campagne. La maison était isolée, c'est vrai, mais ça ne me gênait pas. Mais quand je suis arrivée là, dans cette maison, je n'avais plus d'amis, je n'avais plus d'argent, plus de travail. Voilà. Désormais isolées, ces femmes perdent peu à peu leur identité et se résignent à obéir. Il a commencé à vouloir un jardin. J'avais commencé à faire un jardin autour de la maison et j'avais pris goût à ça, effectivement. Et sans arrêt, il me parlait du jardin, Il fallait faire le jardin, donc je faisais du jardin. C'est une des premières plantes que j'ai mis autour de la maison, un petit camélia. C'était tout au début.
Quand il a voulu que je fasse le jardin à grande échelle, je travaillais 12 à 14 heures par jour l'été, c'était fou. Et il s'est passé que peu à peu, le jardin a pris toute ma vie, quoi. J'y allais même la nuit, à la lampe torche. Si je pensais à quelque chose le soir, je sortais dans la nuit pour rectifier des tuteurs, pour attacher des plantes. Il ne prenait pas de photos, mais là, il m'avait prise. Et il disait que là, c'était vraiment moi. Moi, j'ai du mal à me regarder parce que je vois exactement comment j'étais là. Pendant que Marie travaille sans relâche dans le jardin, Nicole raconte qu'elle serait progressivement devenue l'esclave sexuelle de son compagnon. Je crois qu'en fait, beaucoup de choses se sont passées dans la sexualité, et c'est là où moi je suis devenue cette chose. Et sexuellement, c'était pas faire l'amour, quoi, comme deux personnes amoureuses. Il fallait rajouter le fantasme déjà. Quel que soit le fantasme, aussi petit qu'il soit. Donc voilà, ça peut être commencer des yeux bandés, je sais pas, à utiliser un god, mais tout ça, je vous parle dans un 4 mois. On arrive à se transformer à quelqu'un d'autre pour pouvoir faire en sorte d'assouvir ces fantasmes en s'oubliant soi. C'était évident qu'avec cet homme, j'allais accepter finalement des petites fantaisies, on va dire. Et c'était surtout dans le but d'être aimé. De ne surtout pas être abandonné. C'est plus ça. Quand il rentre à la maison, tout est fait. Le checklist. J'avais une checklist et voilà, il fallait que ça soit. Quand tout est fait, il rentre, il regarde tout. Tout va bien. Et ça lui plaît pas. Donc en fait, c'est à ce moment-là qu'on panique. Alors qu'on était au moment de... Ouais, on va passer une bonne soirée, on va s'installer devant la télé, on va regarder un truc, ça va être sympa. Bon. Et c'est à ce moment-là qu'on a cette... Et il le sent. Je sais pas comment il le sent. Il sent qu'on commence à douter. Et ça lui plaît. Et donc là, il va vous demander autre chose. Il va vous dire... Et sinon, est-ce que t'es allé voir s'ils avaient reçu... je sais pas, un livre ou n'importe quoi. Puis dire, non, j'y suis pas allée, j'irai demain. Ah ouais, tu remets tout le lendemain? Non, enfin, je veux dire... Puis on se dit, mais regarde ce que j'ai fait, quoi. Regarde tout ce que j'ai fait pour toi, tout est comme tu me l'as demandé. Ouais. Et t'as pas le temps d'aller voir le livre. Non, mais demain, j'aurai le temps. Ouais, sauf que t'avais le temps aujourd'hui. Alors, explique-moi pourquoi t'y es pas allé. Et donc, il se remet à... en rajoutant cette chose, à vous faire douter, à vous faire culpabiliser. Et puis après, petit à petit, il revient sur ce que vous avez fait. C'est-à-dire que si vous lui avez fait un bœuf aux oignons, je sais pas, j'en sais rien, il va vous dire... Enfin bon, ouais, évidemment, t'as passé la journée à tout faire, mais enfin bon, soit dit en passant, ton bœuf, il est gerbé. Et tout est repris. Et tout ce que vous devez faire aussi est repris. Et donc, à un moment, on est noyé, alors que tout devait bien se passer. On est noyé par des critiques, des attaques, des insultes. Il y avait des disputes interminables, hein, parce que la parole, c'est leur arme, par définition. C'est des flots de paroles interminables. Hein. Si je ne faisais pas ce qu'il disait, ça prenait des proportions terribles. Mes ongles, je ne les faisais pas dans la salle de bain. Parce qu'il le sentait dès l'arrivée dans la maison. T'as fait les ongles? T'as fait les ongles aujourd'hui, hein? Tu sais très bien que j'aime pas cette odeur. Tu sais très bien. Et donc, dès lors, je les faisais dehors.
qu'il pleuve, qu'il vente, enfin les angles dehors. Comme ça, on est sûr de pas entendre ses remarques. Ses mots habituels, c'était salope, pute, pétasse, feignasse, ça allait ensemble. Et c'était répété. Il avait pas beaucoup de vocabulaire hein, dans ces cas-là. Il n'avait pas beaucoup de vocabulaire. Tu es zéro. Tu es zéro revenait très souvent. Tu es zéro, rappelle-toi, tu es zéro. Ah oui, parfois il m'appelait ma pauvre fille. Si je mettais mon GPS pour faire un trajet que je connaissais déjà, mais parce que j'avais un GPS dans ma voiture et que j'aimais bien, comme ça me donnait le nombre de kilomètres, l'heure à laquelle j'arrivais, etc. Je disais, mais ma pauvre fille, tu peux pas faire un pas sans ton GPS. Je pouvais faire n'importe quoi. C'était nul tout ce que je faisais. J'étais grosse, j'étais moche, j'étais bête. Quand je travaillais, je gagnais des cacahuètes. Mes bras étaient poilus. Je lui disais, je sais pas, j'aime pas mes mains, j'aime pas mes pieds. Au début, il me disait, mais non, mais ils sont trop beaux. Alors j'étais super contente. Je disais, oh, t'as des trop jolies mains et tout ça. Et puis après, il me disait, mais attends, tu peux pas les cacher, s'il te plaît, parce que là, franchement, voilà. Un jour, il pouvait me dire que j'étais son nectar, un nectar divin. C'était surjoué, hein, évidemment. Mais à l'époque, ça me dérangeait pas. Et 2 heures après ou le lendemain, il pouvait me dire que j'étais aussi répugnante ou immonde qu'un égout. Tu fous rien de la journée aussi, qu'est-ce que j'ai pu l'entendre? Tu ne fous rien de la journée. Quand je rentrais épuisée du jardin, mais tu ne fous rien. Quand il pleuvait, mais tu rentres déjà. Mais vraiment, t'es qu'une feignasse. Alors ça commençait comme ça. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir une cagoule sur la tête et de me prendre un coup là, un coup là, un coup là. Je savais pas d'où venait le coup. Et donc les discussions, quand on s'engueulait, comme il me mettait en accusation et que j'essayais d'expliquer et de me défendre, et qu'il voyait que j'arrivais à me défendre sur un truc, hop, il partait sur autre chose, et puis après sur autre chose, et puis après sur autre chose. Et comme je suis quelqu'un d'assez rationnel, d'assez cartésien, je voulais répondre à chaque chose. Lui, non, il est juste là, il attend. Et puis, hop, il lance autre chose. Hop, il lance autre chose. Et à un moment, c'est nous qui craquons. Et là, il vous dit, t'es folle. Lui se calmait. Moi, c'était plus compliqué. J'étais dans un espèce de tourbillon émotionnel pendant des jours et des jours. Alors que lui, très vite, au bout de quelques heures, me disait qu'on était un couple parfait, que tout allait bien, que on faisait l'envie de tout le monde. Il venait, mais bon, ça va, on va pas en faire un drame non plus. Tu t'excuses, puis c'est bon. Enfin, je veux dire, c'est... Et là, je disais, non, je m'excuserai pas et je vais te quitter. J'en ai marre, j'en peux plus, j'en ai marre et tout ça. Et là, oh, mais non, mais pourquoi tu dis ça? Ouais, je sais, j'ai exagéré, j'aurais pas dû, c'est vrai, mais écoute, mets-toi à ma place, enfin... Et puis... voilà, puis on replonge. Et les périodes d'accalmie aidaient beaucoup, hein, parce que quand il redevenait complètement amoureux hein, pendant un temps. Au début des critiques et au début des crises, elles sont très espacées. Parce que sinon, on s'en va. Donc au début, c'était une crise tous les 3 mois, tous les 4 mois, tous les 5 mois. Mais il y avait des moments de complicité, il y avait des moments de douceur, il y avait des moments de... Sinon, je ne serais pas restée. Il y avait des moments agréables. Et puis, petit à petit, les crises étaient de plus en plus, quoi. C'était pratiquement une tous les 2 jours. Le temps passe, parfois des mois, parfois des années. La violence morale devient alors un mode de vie, une habitude. Il y a la phase de l'emprise, petit à petit, puis après il y a la phase de la destruction. Pas totale, c'est comme un chat avec une souris. Le chat, il va briser la colonne vertébrale de la souris, pour pas qu'elle puisse partir. Mais elle vit encore, donc il continue à jouer. Il la paralyse. Mais il continue à jouer avec. Mais c'était un peu ça. Le langage ordurier s'est vraiment généralisé dès qu'il me parlait. Il ne m'appelait plus, il me sifflait dans le jardin.
La violence psychologique a augmenté énormément. Les ordres contradictoires, par exemple. J'étais toujours en défaut, toujours en défaut. Ils donnaient 2 heures pour déjeuner, par exemple, deux heures différentes. Donc on devait manger à 12h57, par exemple, et puis du fond du jardin, comme ça, il me hurlait « Non, j'aurais pas fini, on va manger à 13h et quelques ». Et quand j'arrivais, évidemment, il me disait « Mais t'as pas entendu quand je t'ai dit 12h57 ?» Je dis « Mais tu m'as crié !» Et on ne pouvait pas discuter, Marie explique que son compagnon n'aurait eu de cesse de mettre en doute son travail. Selon elle, il niait ses pensées, ses perceptions, mais aussi la réalité. Il mentait tout le temps, c'était très déstabilisant. Je parlais du jardin et d'un seul coup, il changeait de discours, il me dit « Mais de quoi tu me parles là ? Il est où le jardin ?» Oui. Alors il regardait par la fenêtre, il me dit « Mais moi je vois pas de jardin là. » Il me disait que j'étais grosse et je devais être au régime. Sauf que j'adore les bonbons. Et donc, j'avais mangé des bonbons. Et je les avais cachés au fond de la poubelle, le paquet. Mais au fond de la poubelle, hein, en dessous de tout. Puis il était rentré, puis il m'a dit « T'as pas mangé de bonbons aujourd'hui ?» Ah, je dis « Non, moi, salade, concombre, tomate, machin, ça. »« Ah oui ? Et si j'ouvre la poubelle, il n'y a pas de paquet de bonbons ?» Bah non, pas de paquet de bonbons. T'es sûr ? Ah ouais. Il a vidé la poubelle et il a trouvé le paquet de bonbons. Je me suis sentie prise au piège. Donc il m'a dit, donc tout ce que tu m'as dit avant c'est faux. Donc tu es une menteuse. Donc tu n'es pas honnête. Donc ceci. Donc cela. On est parti dans une crise phénoménale. Mais lui, tellement, t'as l'air de dire, mais tu sais quoi, tu m'intéresses plus, quoi. Arrête. T'es minable, quoi. Et donc je me suis retrouvée, je sais pas, en appel à l'aide. Je suis partie. On était au 28e étage, de l'autre côté du balcon. Et je me tenais comme ça en me disant, je vais sauter. Je vais sauter parce qu'il faut que ça s'arrête, il faut que ça cesse. Et le seul moyen que ça cesse, c'était ça. C'était pas de le quitter, je pouvais pas le quitter. J'étais enchaînée, je ne pouvais pas le quitter. Et en fait, ce qui m'a fait revenir de l'autre côté, c'est terrible, c'est qu'il a continué à regarder la télé. Donc, il savait que j'étais de l'autre côté du balcon. Mais... Et quand je suis revenue, il m'a dit « Merde, je savais que t'étais pas capable. » Très souvent, les pervers narcissiques redoublent de violence lors de la grossesse de leur femme, puis à la naissance du bébé. L'enfant devient alors un nouvel enjeu de domination et de manipulation. J'allaitais Gwendoline la nuit. Il ne supportait pas d'entendre sa fille pleurer. Et je me levais la nuit à toute vitesse pour aller prendre Gwendoline dans mes bras. Et il se levait plus vite que moi. Il entrait dans la chambre de Gwendoline avant moi. Il me poussait du coude pour être celui qui allait prendre Gwendoline. Parce qu'il fallait que ce soit lui qui console Gwendoline. Je lui lisais un livre le soir. Il arrivait, il me disait « C'est à moi de continuer la lecture, tu l'as eu assez. » Je prenais un bain avec elle. « Ça suffit maintenant. Tu sors du bain, c'est moi qui vais te remplacer. » Il fallait pas que j'existe dans les yeux de sa fille, en fait. Il me répétait très souvent « Toutes les femmes t'envient. » Je dis « Tu vois pas la chance que tu as. Toutes les femmes t'envient. » Et quand il avait ses amis, il y avait les femmes de ses amis, bien sûr, qui disaient « Mais c'est extraordinaire ce jardin et tout. » Et alors, comme il était très amoureux de moi, quand il y avait du monde, il me prenait dans ses bras, tout ça. Les gens disaient quel couple merveilleux, avec une passion commune, le jardin, etc. L'image qu'il donnait de nous était absolument merveilleuse, tellement merveilleuse que moi-même, j'étais éblouie de ça. Quand on sortait avec les coups entre couples et machin,
Moi, je retrouvais une certaine euphorie parfois, un petit verre de vin blanc, et puis je partais et je commençais à redevenir un peu celle que j'étais avant. Donc je faisais rire tout le monde, je racontais des bêtises. Et puis là, souvent, je sentais sa main dans le dos. Et ça voulait dire tais-toi, arrête. Arrête de te ridiculiser devant tout le monde. Parce que ce que tu fais là, bah, ça me ridiculise aussi, parce que je t'ai choisi. Je pleurais dans la voiture parce qu'il me disait mais tu te rends pas compte, mais comment tu peux parler de toi comme ça? Comment tu peux parler de nous comme ça? Mais t'as aucun respect de toi-même. Mais remarque, t'as bien raison. Parce que de toute façon, personne ne peut te respecter. Il y a que moi. Il y a que moi qui puisse faire de toi quelque chose. Mais pourquoi? Parce que tu es ma compagne. C'est pour ça. Tu ne brilles que grâce à moi. C'est parce que je t'ai choisi. À cette étape, les résistances de la victime diminuent de plus en plus. Et le pervers narcissique cherche alors à anéantir psychiquement sa compagne. Il avait perçu que j'avais peur de lui et il jouait là-dessus. Il jouait sur cette peur. Je pouvais, par exemple, rentrer tard le soir. Il n'y avait pas de lumière dans l'appartement. Il était caché derrière la porte, je l'ignorais. Et il allait, comme ça, surgir de l'obscurité, juste pour, vraisemblablement, pour jouir de ma terreur, en fait. Comme il savait que j'étais insomniaque et que j'allais me le réveiller la nuit, quand lui se réveillait la nuit, il mettait un couteau sur la table parce qu'il savait que j'allais le voir, que j'allais le remettre et que le matin, je le retrouverais de nouveau, en fait, à cet endroit-là. Ça passait beaucoup par le regard, son regard qui était très sombre. Il suffisait qu'il me regarde comme ça, je savais que j'étais prise à défaut, que j'étais coupable, je ne sais pas de quoi, mais forcément j'étais coupable. Et du coup, il y avait une peur qui s'installait. Alors c'est une peur complètement irrationnelle parce que, en fait, il m'a jamais frappée, mais malgré tout, j'avais peur de lui. C'est quelqu'un qui vient sans cesse te réveiller la nuit. Sans cesse. Tant qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire la crise ou les excuses, il n'a pas eu les réponses qu'il voulait, il va t'empêcher de dormir. Il venait. Je me mettais dans une autre chambre pour dormir, il venait, il frappait à la porte, il éteignait la lumière, il allumait la lumière. Voilà, encore l'interrogatoire. Il mettait la musique à fond, pour pas que je dorme. Donc j'allais me mettre dans la salle de bain. Et comme souvent la lumière de la salle de bain était à l'extérieur, il allumait la lumière. Donc je partais, j'avais pas le temps, je partais en courant, j'avais pas le temps de prendre un oreiller ou n'importe quoi, je partais en courant, je me retrouvais je grelottais avec une serviette pour dormir. Donc en fait, la partie sexuelle de mon pervers narcissique manipulateur a fait en sorte que je pouvais plus reprendre mon souffle, quoi. A fait en sorte que les seuls moments de répit, c'était quand il n'y avait pas ça, quand il n'allait pas commencer à avoir un fantasme nouveau. Chaque regard que je posais sur une personne, la seconde d'après, il se dit « Ah, ok, c'est bon, on peut y aller ». S'il y avait une table de 3 mecs, il s'est dit « Ah, là, c'est bon, on peut passer au cap du gangbang ». Une semaine plus tard, je me tapais 3 à 4 mecs dans la chambre. Parce qu'il s'est dit « C'est bon ». Et tu sais, hein, c'est « Ok, ils arrivent à 14h, hein, je te fais un plat de pâtes ». Du style juste avant l'effort. Hein. Donc tout était comme ça. Donc si tout est comme ça devient très fatigant. C'est pour ça que oui, c'est assez indispensable. C'est assez indispensable. De quoi? De dire oui. D'acquiescer. Et ça devient de la vraie soumission, bien sûr.
Mais c'est pour nous sauver, nous. S'il se balançait sur sa chaise ou s'il se levait pour aller augmenter, mettre à fond la chaîne stéréo, les chiens arrivaient dans mes pieds, puisqu'ils ne pouvaient pas sortir, ils arrivaient dans mes pieds et je les sentais trembler. Mais apeurés, c'est un faible mot. Les chiens étaient tremblants, 2 bergers allemands aplatis au sol, tremblants, comme ça. On savait très bien que la violence allait commencer. Alors ça démarrait pour n'importe quoi. Quelquefois, rien du tout. On mangeait, voilà, musique, ils se balançaient, on attendait, les chiens et moi, on attendait. Et souvent, ça arrivait aux pommes, ils mangeaient des pommes, ils épluchaient ces pommes au couteau. Et ça arrivait aux pommes. Et là, tout ça a empiré. Les menaces d'étranglement, de couteau, de coups de poing aussi. Il passait son poing, il donnait des coups de poing à ça de mon nez. Je me disais, s'il me touche, il m'achève. Et j'avais dit, à ce moment-là, je vais le raconter, je vais le dire. Ce que tu me fais, je vais le dire. Et comme ça, il m'a dit, comme ça avec le doigt. Mais qui te croira ? Je me suis jamais dit, il va me tuer. Je me suis dit, il parle beaucoup de ma mort. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, il parlait beaucoup de ma mort, en fait. C'était des trucs anodins. Si je lui faisais pas un bisou pour lui dire au revoir, il me disait, viens me faire un bisou. Peut-être qu'on se reverra plus. Peut-être que tu vas mourir et que je te reverrai plus. C'était des choses comme ça, en fait. Je me taisais parce que j'étais épuisée. J'étais épuisée psychiquement. Donc j'essayais plus de me révolter, en fait. J'étais un peu comme un animal paralysé, quoi. Je faisais moins en moins de choses, je prenais de moins en moins d'initiatives. Mais malgré tout, je savais que de toute façon, il allait être en colère et que de toute façon, ça allait être de ma faute. Donc je vivais là-dedans. Plus ça allait, plus la pression se faisait forte sur moi. Et jusqu'à ce que vraiment ça monte trop et que je finisse par être complètement épuisée. De toute façon, qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, j'étais vide. Au bout d'un moment, j'étais vidée de ce qu'on peut appeler, que j'ai maintenant, très fort d'ailleurs maintenant, c'est-à-dire d'une sorte de fierté que je pourrais avoir de moi. Voilà. J'étais vidée de ça. Je n'avais plus aucune fierté. Ça paraît toujours curieux aux gens, pour les gens. Pourquoi elle reste avec des hommes pareils ? En fait, je pense qu'on n'a pas le libre arbitre finalement, qui nous permet de décider et de dire voilà, je vais le quitter. On n'a plus confiance dans nos sens non plus. En fait, on n'a plus confiance dans nos propres perceptions, nos affects. On a du mal à réfléchir, on a du mal à raisonner, on a du mal à en parler. Et en fait, je crois qu'on est en état d'anesthésie. Comment envisager de partir alors qu'on n'est pas réellement consciente de ce qu'on vit ? Si on va au commissariat de police et qu'on commence à dire voilà, je suis avec quelqu'un qui me détruit parce qu'il me dit que je suis bête, mais je suis moche, j'ai des poils et je gagne des cacahuètes et je suis une pute, ils vont me dire écoutez, vous êtes gentille madame, enfin il vous frappe pas, il boit pas et vous avez qu'à partir, quoi. Et donc en fait c'est la honte, parce qu'on se retrouve dans une situation qui est tellement pas soi, qui ne correspond tellement pas à ce qu'on est. On se retrouve à faire des choses des choses qui sont inacceptables, que on n'ose pas le dire, quoi. On n'ose en parler à personne. On peut admettre qu'on vit avec un monstre, ce que j'ai quand même fini par admettre, parce que je le sentais bien, je voyais, mais de le dire au monde,
qu'on s'est tellement trompé, que voilà. Ça me semblait impossible, quoi. J'avais une espèce de barrière, là, de dire la vérité, comment ça se passait, et je ne m'en sentais pas aussi capable. Et en fait, c'est mon corps qui a vraiment réagi. Je devais le rejoindre à Zurich et j'étais très nerveuse. En conduisant jusqu'à Zurich, il neigeait, il pleuvait, et là, je sens mon œil qui commence à flancher. Et je me dis, ouais, bon, c'est la fatigue. J'ai vraiment eu le temps d'arriver à l'hôtel, que là, à peine je voyais encore. C'était vraiment le fond de la piscine. Je voyais rien, mais sans heurte. Jusqu'au jour suivant où, effectivement, j'arrivais plus à allumer ma cigarette. Je ne voyais pratiquement rien. Et il s'avère que c'était un infarctus rétinien bilatéral. Voilà. Très rare, parce que ça arrive dans les 2 yeux. Chez une femme, ça peut arriver dans un œil, mais là, c'était les 2. Donc l'infarctus, finalement, m'a emmenée à être dans un cocon où je pouvais plus penser, où j'étais totalement avachie, où il pouvait prendre soin de moi. Et finalement, c'était peut-être là où il a été le plus aimant. Ce qui a su, en fait, finalement, ancrer totalement cette emprise. Mais en sourdine, de nouveau. Parce que là, j'étais totalement soumise. Là, je pouvais plus rien faire. 2 mois avant de le quitter, j'ai eu une péritonite. Et je suis arrivée, donc, mais vraiment après une crise comme ça, je suis arrivée chez le médecin. Le médecin m'a dit, Sylvie, il me connaissait bien, il m'a dit, Sylvie, il faut que tu passes une radio parce que là, franchement, il y a un problème. J'ai pas voulu passer la radio, il est venu me chercher chez moi et il m'a emmenée faire la radio. J'avais 6 heures à vivre à peu près. Hein. Donc on m'a emmenée à l'hôpital, gastro-entérologue. On m'a opérée d'urgence, et au réveil, le gastro-entérologue vient me voir et me dit, madame, je ne sais pas ce que vous avez dans votre vie, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais ce que vous venez de faire, je ne sais pas si c'était une péritonite, mais j'avais des nœuds partout. Des nœuds dans l'intestin, partout. Il me dit, j'ai rarement vu ça. C'est-à-dire que y a une chose dans votre vie qu'il faut que vous changiez. Et je me souviens toujours de ça, parce que à ce moment-là, mon compagnon est arrivé. Et je me souviens que le gastro-entérologue m'a regardé d'un dire, j'ai compris. J'en pouvais plus, là, je sentais que mon corps me lâchait. Je sentais que j'avais besoin de me reposer pour pouvoir retrouver un peu mes esprits et réfléchir de nouveau. Mais sauf que comme il me laissait jamais, en fait, même quand on n'était pas physiquement ensemble, si je ne lui répondais pas à ses SMS dans les 5 minutes, il me renvoyait un SMS pour me demander des explications. S'il m'appelait et que je répondais pas au téléphone, c'est pareil, il supportait pas. Enfin, j'avais jamais de répit puisque même quand il communiquait pas avec moi, forcément, j'étais en attente du moment où il allait communiquer et où il allait falloir lui répondre. Donc un jour, j'étais rentrée chez moi en fait pour essayer de me reposer. Et du coup, là, à ce moment-là, j'ai eu un geste désespéré. J'avais des anxiolytiques et j'ai pris le reste de la boîte de ce qui me restait. J'avais pas fondamentalement la volonté de mourir, mais j'avais vraiment la volonté que ça se... J'avais besoin de répit, en fait. Enfin, j'étais dans un moment de paix et de tranquillité. Il arrive que les victimes qui subissent un meurtre psychique capitulent en se donnant la mort. Mais parfois, des déclics se produisent. Ils peuvent venir d'une personne extérieure qui trouve les mots justes ou de la nécessité de sauver son enfant. Pour Nicole, emmenée par son mari chez un psychiatre, l'électrochoc a eu lieu en décrivant pour la première fois ce qu'elle vivait depuis des années.
Il a appelé le médecin généraliste et il a dit ma femme a fait une crise de borderline, je vous l'emmène tout de suite. Là vraiment, il faut qu'elle vienne tout de suite vous voir. Donc il a su manipuler très très bien le médecin, qui lui m'a tout de suite emmené chez un psychiatre. Mais une chose qui était très très bien chez ce psychiatre, c'est que j'ai pu m'entendre dire à haute voix tout ce que j'étais en train de faire. Et ça, c'est une clé. Tout d'un coup, je disais à haute voix ce que j'étais en train de faire et que c'était pas normal. Et cette séance a été... je m'en rappellerai toujours parce que c'est la première fois, tout d'un coup, que j'ai ouvert cette bouche. Et là j'avais cassé quelque chose. Là, la première étape où tout d'un coup, j'ai dit « je peux plus ». Un jour, je suis partie à l'étranger. Il n'était pas avec moi. C'est la première fois que je partais, ouais, vraiment sans lui, à l'étranger, en vacances. Et j'étais avec des amis, justement. Et je les voyais rigoler, voilà, se marrer, un peu flirter, voilà. Bon, je sais, mais j'ai envie de ça, quoi. J'ai envie de pas de flirter, je m'en fous, mais j'ai juste envie de ça. J'ai envie d'être légère. J'étais toujours... Il m'appelait tout le temps. Et à un moment, je suis partie toute seule. Je suis allée dans l'eau. J'ai mis la tête sous l'eau. Je me suis relevée, je suis sortie. Et je me suis dit, non mais attends, c'est fini. C'est fini. Et là, c'était une décision de survie. J'ai été guidée par ma petite voix. J'ai été guidée par mon inconscient qui m'a dit « Stop, tu arrêtes maintenant, c'est fini ». Et là, je me suis laissée aller, ouais, à écouter ce qui se passait à l'intérieur, ce qui était en train de grandir à l'intérieur de moi. Et c'était une autre femme qui était en train de grandir à l'intérieur de moi, qui pendant un certain temps avait été mise dans un coin et qui petit à petit reprenait sa place. Je l'ai appelée, je lui ai dit « C'est fini ». Mais de quoi tu parles? J'ai dit « C'est terminé ». Il tombait des nues. C'est pas possible, quoi. Elle me dit, écoute, tu rentres, on va s'expliquer. Puis en effet, on s'est expliqué quand je suis rentrée. Mais j'étais déterminée. Et lui, il n'était plus du tout agressif. Il sentait que c'était terminé, que j'étais plus la même. Donc il s'est dit, je vais la laisser faire son petit délire. Et c'est un peu ce qu'il me disait. Je me dis, écoute, tu vas te calmer, ça va aller. Sors si t'as envie de sortir. Prends l'air, va voir tes parents. D'un seul coup, tout était possible, tout était permis. Et en attendant que je revienne. Puis après, c'est passé, il y a eu la phase où vraiment ça a été, de toute façon, tu vas revenir en rampant, jamais tu trouveras quelqu'un comme moi. Tu dis que tu veux t'échapper, mais je suis pas un monstre, c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Fallait partir si tu... Enfin, j'ai eu la chance, d'un certain côté, de ne pas tomber sur quelqu'un de violent. Parce que c'est vrai que j'ai quand même eu peur au moment où j'ai pris cette décision. Intérieurement, j'étais très forte, mais je me disais... On ne sait jamais. On sait jamais ce qui peut se passer. Pour certaines, l'emprise est telle qu'il est impossible de s'en sortir seule. Un jour, Marie rencontre une journaliste spécialiste des jardins. Sentant que quelque chose de grave se joue dans cette maison, elle la pousse à se rendre dans un centre accueillant les femmes victimes de violences. C'est là qu'elle rencontre Nathalie, qui lui a permis de comprendre ce qu'elle subissait depuis toutes ces années. La seule chose que vous vouliez, c'était que les violences s'arrêtent. Vous n'étiez même pas à parler de rupture. Ah non. C'était stop à la violence. Ça, c'était votre priorité. J'ai parlé des différentes formes de violence, en reprenant ce que vous m'aviez dit, ce que vous viviez, et puis le cycle de la violence qui expliquait, en fait, sa manipulation vous concernant. Et comment vous arriviez, malgré tout, à accepter et à tolérer les violences que vous subissiez. Des violences extrêmes, des violences psychologiques, ce décervelage dont vous avez constamment parlé. En fait, je ne savais pas ce que je vivais. Depuis 14 ans, j'étais en souffrance, mais j'avais aussi un désir de vie, de beauté, de création avec mon jardin. Et j'occultais énormément de choses. Et puis je vous disais, mais il est tellement beau, il est tellement magnifique, je peux pas quitter. Et là, vous m'avez dit, oui, il y a de très beaux cimetières. Et cette phrase-là a été percutante pour moi.
Et là, je me suis vraiment vue enterrée dans mon jardin. C'était vraiment l'image que j'en avais. Et c'était ma dernière, alors excusez-moi l'expression, ma dernière cartouche pour arriver à prendre conscience qu'il fallait vous protéger, mais de vous-même aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le décervelage est si important que vous n'existez plus et que vous n'existez que pour l'autre, en fait. Et c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que c'est de vous sortir de l'emprise de l'autre. Et ça demande du temps. Tout ce dont je me souviens, c'est que quand je suis sortie du rendez-vous, je n'étais plus la même personne que quand je suis arrivée. J'ai eu l'impression que des pans entiers de mon cerveau s'étaient remis. Lorsque les victimes parviennent à sortir de l'emprise, puis à partir, les pervers narcissiques peuvent devenir plus violents, plus menaçants, voire plus dangereux. La peur, on la sent quand on va le quitter. Parce que là, on se dit de quoi il va être capable, parce qu'on réalise absolument tout. Il y a cette notion de survie qui intervient, qui est extraordinaire. Il y a cet instinct qui s'installe et dit putain, tu fais pas de fausses notes, quoi. Plus les jours passaient, plus en fait, tout devenait très très clair face à moi. Donc, j'ai fait ça exactement comme une épreuve sportive que je préparais dans 1 mois et demi. C'est mon départ. Tous les matins, j'allais courir. Vraiment de la musique à fond. Je courais pendant 1 heure, 1 heure et demie. Je prenais mes forces. J'étais vraiment très concentrée au niveau du cerveau. Le cœur, il fallait le laisser, de toute façon, il était inexistant. Les émotions, et chaque fois, avant qu'il allait arriver ou quoi que ce soit, on se prépare. On se prépare. Sauf que je savais pas qu'il avait mis mon ordinateur, il avait pris un hacker et il avait mis mon ordinateur sous observation et qu'il savait absolument tout ce que je faisais avec mon ordinateur, avec mon téléphone, dans la maison, parce qu'il avait mis des caméras. Et en fait, il savait absolument tout. Le fait d'être quitté, vraisemblablement, lui était insupportable. Donc là, il a commencé à me harceler avec des SMS principalement. En fait, c'était toute la journée. Des SMS d'insultes, de diffamation. Il était capable d'en écrire peut-être 50 en une journée. J'ai perdu 12 kilos en 1 mois. À chaque fois que je recevais un SMS, je sursautais en fait. J'ai un ami qui m'a dit mais c'est pas possible quoi. Du coup ça m'a décidé à porter plainte. Une fois que je l'ai quitté, son arme a été les mails. Constamment, et des mails, mais jamais d'injures, parce qu'ils sont très malins, donc en fait, jamais d'insultes en public, jamais de... Donc en fait, on peut pas les attaquer, mais on se prend tout dans la tête. Et j'ai tenu. Et j'ai tenu. Et ça n'a pas été facile, mais j'ai tenu. J'avais plus peur de lui. C'est fini. Mais les gens n'ont pas compris. Ils se sont dit, elle est folle. Elle est tarée. Puisqu'il avait, lui, laissé entendre que j'étais tarée. Même mes amis étaient sceptiques. Hein. Après coup, après la séparation. J'ai même une amie qui m'a dit, texto, je sais pas qui je dois croire. Si c'est toi ou si c'est lui. Il pleurait, il était vraiment très triste, il t'adore. Mais écoute, réfléchis, franchement. Regarde la vie qu'il t'offre. Puis t'as 37 ans, quand même. Puis regarde, il est tellement gentil, il t'offre des fleurs. Regarde, il pense quand même à toi. Vraiment, regarde la vie qu'il t'offre. C'est toujours ça, regarde la vie qu'il t'offre. Après qu'on se soit séparés, on a encore atteint un autre degré dans l'horreur, finalement. C'était déjà un cauchemar, mais c'est devenu un cauchemar encore plus grand. 2 ans après la naissance de sa fille, Caroline a quitté son mari. L'enfant serait, d'après elle, devenu la nouvelle cible de son père, courant à son tour le danger de l'emprise. Et donc elle allait de plus en plus mal. En fait, elle subissait exactement ce que j'ai subi.
C'est-à-dire que perdait confiance en elle, elle avait des difficultés à parler, elle avait des difficultés à penser, évidemment. Elle s'excusait tout le temps. Elle ne se vivait que comme une enfant qui ne pouvait faire que du mal. Et ça, c'était vraiment insupportable. Ça, c'était vraiment insupportable. Parce que ça donnait lieu à des questionnements incessants. Comment elle va s'en sortir? Est-ce qu'il va la rendre folle? Comment je vais la sauver? Pendant 8 ans, Caroline s'est battue pour protéger sa fille. Son ex-compagnon aurait tout fait pour avoir la garde exclusive. De retour en France, elle a fait appel à un psychologue qui l'a aidée dans ses démarches de procédure judiciaire. Et chez elle et chez toi, dans les premières semaines en tout cas, vous étiez encore quasiment en état de choc. C'est-à-dire, j'étais face à une sidération, à une incapacité de penser. Gwendoline parlait de son extrême angoisse. Et cette angoisse terrible à l'idée de repartir aux États-Unis avait fait naître chez elle des idées très noires. Dans la bouche d'un enfant de cet âge, c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux. Donc le danger pour elle était non seulement celui d'un retour aux États-Unis sous la coupe d'un père qu'elle décrivait effectivement comme lui niant toute possibilité d'exprimer ses émotions, de développer des idées personnelles. Il y avait quelque chose effectivement d'une emprise dans ce qu'elle décrivait. J'ai eu affaire à une enfant révoltée. Oui. Il y avait chez elle de la colère et une avidité, une exigence par rapport aux intervenants français d'être entendus. On a eu la décision d'appel en avril 2014. Et là, jubilation évidemment, puisque on avait obtenu l'autorisation du maintien de Gwendoline sur le territoire français. Et ça, c'était incroyablement jouissif pour moi, puisque il était écrit en noir sur blanc que je n'étais pas une mère manipulatrice, ce dont on m'avait accusée pendant des années à New York. J'étais incapable, dans ma tête, de reprendre mon métier. Tout me faisait peur à l'extérieur. Tout. Les rues me faisaient peur, les machines à café. Je ne savais pas me débrouiller dans la vie. Voilà. Vous mettiez dans un jardin, tout allait bien, mais en dehors, c'était fini. Et c'est vrai que c'est en sortant d'un entretien avec vous, d'un seul coup, je me suis dit, mais enfin, t'as un diplôme de sage-femme, quoi. Tu peux quand même retravailler. Mais les choses ne se sont pas faites. Il a fallu du temps. Le problème avec des gens qui manipulent, qui vous font subir des violences psychologiques, c'est que c'est comme un poison qui court dans nos veines pendant des années et des années et des années. Donc après, ça ne devient plus... On n'est plus victime de quelqu'un, on est victime de soi-même. C'est une sorte d'automutilation. Dès que j'avais un échec, après l'avoir quitté, je me disais, il a raison, je suis nulle. Et ça met des années on met des années à l'évacuer. Et pour le coup, c'est pas les autres qui vont vous aider à l'évacuer, c'est soi-même. On est heureux d'être sorti de là et à la fois, on se dit, est-ce qu'il me manque ou il me manque pas? Et ça, c'est le bourreau qui parle. Ça, c'est le bourreau qui vous appelle là-bas. Ah bah tu vois, tu trouveras jamais personne aussi bien que moi. Ça, c'est encore... ça, c'est l'emprise. Tout d'un coup, à 2h du matin, c'est fini. On se réveille et là, on est prise par toutes ces scènes. En fait, toutes les scènes sont revécues
à distance, et donc avec discernement. Et donc là, on réalise. Et donc là, ça prend une ampleur gigantesque. Donc alors, c'est tout ce cheminement-là qu'il faut faire. C'est vivre avec tout ça, se soigner de tout ça, avancer avec tout ça, comprendre tout ça. J'ai fait un travail thérapeutique important qui m'a permis vraiment de comprendre ce qui m'était arrivé, mais surtout de travailler sur moi, de nettoyer certaines choses et voilà. Et du coup, un travail que j'avais pas encore fait et qui était indispensable pour prendre conscience et surtout pour que ça ne m'arrive plus. C'était ça mon leitmotiv quand j'ai démarré ce travail, c'était plus jamais. Ce qui est intéressant, c'est de voir le mécanisme chez l'autre, mais c'est de voir son mécanisme à soi. Et donc savoir vraiment pourquoi on l'a fait. Donc à partir de là, quand on se guérit, et le chemin est très long, parce qu'on se guérit pas de cette histoire-là, on se guérit de toute une vie. Parce que si on a réussi à rentrer dans cette histoire-là, c'est toute une vie derrière qui fait qu'on va rentrer dans cette histoire-là. Je prends ma part de responsabilité d'avoir vécu cette histoire aussi. Parce que j'avais une faille, celle de ne pas savoir aimer, et de ne pas savoir être aimé, et de ne pas me respecter. Et l'abandon. Donc ça fait quand même 3 choses. Voilà. J'avais les yeux vides. Ce qui saute aux yeux, c'est la tristesse, en fait. La tristesse et puis l'air absent. Moi, il se trouve que j'avais eu une blessure à 17 ans, puisque j'avais été violée, j'avais été victime d'un viol collectif, et j'avais tout enfermé à l'intérieur de moi. Et c'est quand on se réapproprie tous les contours de son corps et de sa tête que on peut commencer à se reconstruire. C'est quand on arrive à accepter sa propre vérité qui est enfouie, que j'avais été très marquée par mon viol, que c'était une faille, et que les cafards, tous ces gens-là pouvaient rentrer dans cette faille. Donc il était temps que je bouge cette faille. Non pas que je la colmate, mais que j'aille au fond et que je règle mes problèmes pour ne plus jamais me laisser faire et me faire avoir. Donc ça a été de la reconstruction. Quand je me revois à cette époque, comme j'étais, avec vraiment pas de confiance en moi, pas d'estime de soi, que j'ai récupéré, que j'ai maintenant, mais que j'avais pas de l'enfance, tellement de problèmes non résolus de l'enfance, d'abandon beaucoup. Et que j'étais née sous X. Pour pouvoir me protéger correctement, il fallait qu'il sache ce que j'avais vécu dans mon enfance et tout. Je lui ai raconté, pour mon plus grand malheur, parce que il a beaucoup joué avec ça pour me faire mal. Après, il savait exactement les points douloureux. Il les connaissait, il en a énormément joué de ça. Mais l'enfance que j'ai eue a énormément compté. Hein. Je pense que si je n'avais pas eu tout ça, je ne serais pas restée aussi longtemps. Peut-être un peu, mais pas aussi longtemps. Il m'a fallu beaucoup d'années, pour que tout d'un coup, il n'y avait plus son ombre. Je suis tellement bien, j'ai tellement redessiné les contours de ma personnalité, tellement accepté mes défauts, tellement accepté de reconnaître mes qualités aussi, parce que sans pour autant dire je suis extraordinaire. Non, je suis normale. Je suis normale, avec mes défauts et mes qualités. J'ai plus ces démons, j'ai plus ces cauchemars. J'ai eu des cauchemars pendant des années. J'ai plus ces cauchemars, j'ai plus ces démons, non. Après les témoignages poignants